j'en dis pas plus. Le prochain sujet qu'on va aborder, c'est justement en lien avec la mer et la mangrove. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui vient de la mer et qui peut porter atteinte à la mangrove. Ce quelque chose, ça s'appelle les sargasses. Je pense que vous voyez bien de quoi on parle. On va avoir Météo France qui va nous parler de ça, de d'où elles viennent et de comment ça fonctionne. Et on va aborder un peu ce qu'on peut faire aussi. On continue avec cette thématique des sargasses et ça tombe très bien parce qu'on le voit, les arrivages de sargasses dans les mangroves font énormément de dégâts. Donc on pourra en parler, mais quand la matière se dégrade et puis propulse un peu tous ces gaz nocifs, ça tue aussi cet écosystème. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu déjà ce que c'est concrètement, d'où ça vient et comment Météo France finalement aide ou essaie d'aider à traiter cette problématique? Bonjour à tous, moi je m'appelle Warren Daniel et je suis ingénieur d'études à Météo France sur la thématique sargasse. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu d'abord les origines de la sargasse, ce que c'est d'un point de vue biologique, et enfin ce qu'on met en place à Météo France dans un point de vue de surveillance et de prévision d'échouement sur nos côtes anti-Guyane. Alors d'abord, la sargasse, c'est une algue qui est dite pélagique. Pélagique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle vit sur la surface, en pleine mer, et elle n'est pas à l'inverse de benthique, qui a besoin d'un substrat au sol pour pouvoir croître. La sargasse pélagique n'a pas besoin de support, donc elle vit vraiment à la surface de l'eau, grâce notamment à des pneumatocytes. Donc ce sont des flotteurs, c'est les petites boules que vous voyez accrochées aux sargasses, qui sont remplies de gaz, et c'est ce qui lui permet de rester à la surface de l'eau. On peut aussi noter que leur reproduction a lieu par fragmentation végétative. Donc en fait, on n'a que des clones. Si on prend une sargasse et qu'on la coupe en deux, on a deux clones de cette même sargasse. Enfin, il faut aussi bien préciser qu'il existe environ 359 sortes de sargasses, qu'elles soient pélagiques ou benthiques, mais seulement 3 morphotypes sont présentes dans les Antilles-Guyane. Donc on parle de la Sargassum natans 1, natans 8 et flutans 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue morphologique? Donc déjà la sargasse se présente comme ça, donc avec une branche principale. On a également des feuilles qui sont crantées, vous voyez des dents, elles sont un petit peu nervurées. Sur la feuille se présentent des cryptostomates, donc ça lui permet justement de pouvoir échanger avec l'atmosphère et de pouvoir capter tout ce qui est minéraux dissous dans l'eau, mais aussi le CO2. Les flotteurs dont j'ai parlé, et on a aussi en fait à chaque embranchement de feuilles des réceptacles qui vont lui permettre de repartir, de recloner en fait son propre métabolisme pour repartir sur un autre individu. Donc les 3 morphotypes sont présents dans les Antilles, mais aussi dans l'Atlantique tropical ouest. Et on voit que ce soit dans les Antilles, les Caraïbes ou l'Atlantique tropical, on est majoritairement en natans 8. Donc c'est ce morphotype-là, alors que dans la mer des Sargasses, c'est plutôt le flutens qui est prédominant. Sur les 3 morphotypes, on voit les distinctions. C'est que les flotteurs présentent des petites épines pour le natans 1, alors que là on a vraiment 2 flotteurs qui sont très ronds et très lisses. Et au niveau des branches, ces 2 morphotypes ne présentent pas d'épines, alors que ici vous voyez que la branche principale présente des épines. Donc c'est vraiment les 3 caractéristiques qu'on peut souligner. Donc maintenant les origines de la sargasse. La sargasse existe depuis très longtemps en Atlantique Nord, dans la mer des Sargasses. Donc c'est ce qui est représenté ici. Et en fait, elle est cantonnée à cette zone puisqu'il y a un immense gire océanique. Donc un gire océanique, c'est des courants océaniques qui forment un tourbillon. Et donc quel que soit l'objet présent dans ce tourbillon, il ne peut pas s'en extraire comme ça. Donc cette mer des Sargasses, elle est présente depuis très longtemps. Et en fait, il est apparu un événement majeur fin 2009, début 2010, un événement climatologique. Donc c'est l'oscillation nord-atlantique qui est venue en fait durant l'hiver. C'est un indice qui était négatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une influence majeure de vent. Donc tout ce que vous voyez, les flèches jaunes, c'est l'influence du vent qui a porté les sargasses au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et là, du coup, on a vraiment notre événement majeur, puisque une fois que la sargasse est sortie de ce gire, elle a été prise par les courants, donc là, le courant en Canaries, et elle est venue se mettre ici au niveau de l'équateur. Donc là, on a un courant, les courants sont représentés en blanc. Ici, vous voyez, on a un courant nord-équatorial
qui vient comme ça vers l'ouest. Et on a un deuxième courant ici qu'on appelle contre-courant, qui se met en place généralement fin de l'été et qui ramène en fait des résidus de sargasses vers l'Afrique. Et donc en fait ici on a un deuxième gire qui se met en place. Donc ce pool ici de sargasses, on appelle ça la grande ceinture atlantique des sargasses. Et donc là on a un deuxième pool qui du coup est très embêtant pour la Caraïbe parce que c'est ce pool-ci qui vient nous émettre des sargasses sur la Caraïbe. Si on regarde un petit peu la différence entre ces deux pools, ici qu'est-ce qu'on voit comme conditions climatiques? En fait il y a plusieurs choses, il y a plusieurs hypothèses de prolifération et aujourd'hui dans la communauté scientifique c'est pas encore très établi, mais on pense qu'il y a une multitude de phénomènes qui expliquent la prolifération. Tout d'abord, on va avoir l'afflux du fleuve Amazon qui va venir charrier énormément de nutriments dû à la déforestation, dû à l'artificialisation des sols pour l'agriculture notamment. Donc elle va venir charrier énormément de nutriments à l'embouchure de l'Amazon, donc pile où se trouve la nouvelle mer des Sargasses. On va avoir aussi bien évidemment des températures océaniques bien plus élevées qu'en Atlantique Nord. Donc la sargasse va proliférer de manière plus intensive que dans l'Atlantique Nord. Et on va aussi également avoir l'influence des poussières du Sahara. Donc les poussières du Sahara vont ramener pas mal de nutriments. Et les nutriments vont pouvoir être captés par les sargasses, notamment grâce aux cryptostomates. Je vous ai montré la structure de la feuille. Donc on a vraiment un cocktail un peu explosif qui se retrouve dans l'Atlantique et qui va venir vraiment donc noyer de sargasses toute la Caraïbe, les Antilles et la Caraïbe, et ça va remonter jusqu'au Mexique. Mais en fait, à cause de ce contre-courant, il y aura toujours un petit peu de résidus qui va subvenir au large de l'Afrique, et c'est pour ça que depuis 2011, chaque année, on a des échouements de sargasses. Je vais vous montrer, alors j'espère que ça marche, ouais, parfait. Donc là, c'est une petite animation. Donc vous voyez, là on est en 2004, et donc c'est vraiment cantonné à la mer des Sargasses dans l'Atlantique Nord, donc avec une grande variabilité, mais on est vraiment dans le gire océanique, donc ça ne part pas. Et fin 2009, vous allez voir qu'il y a un petit peu de sargasse qui va venir se déplacer au large de... Voilà. C'est rien du tout, hein, mais ça a suffi pour que ça puisse rentrer dans la Caraïbe. Donc au départ, il n'y en avait pas énormément. Il y a toujours des résidus qui se retrouvent en Afrique. Et puis avec le temps, on voit que la prolifération se fait de plus en plus folle. Donc là, on est à des concentrations bien plus importantes qu'en Atlantique Nord, dû à tout ce que je vous ai raconté juste avant. Donc voilà un petit peu l'origine des sargasses, en tout cas dans l'Atlantique et dans les Antilles. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il y a une jeune fille tout à l'heure qui a posé une question, elle est toujours là, qui demandait si le réchauffement climatique pouvait accentuer la prolifération des sargasses. Est-ce que c'est confirmé aujourd'hui? Est-ce qu'on sait? Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? C'est difficile de mettre un lien avec le réchauffement climatique parce qu'il y a des feedbacks directs et indirects. Là, on parle clairement de feedback indirect. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est la température de l'océan se réchauffe due au réchauffement climatique, mais du coup permet d'avoir une prolifération de sargasses optimale. Alors, il y a un certain degré. À partir de 32 degrés, d'après les articles scientifiques, à partir de 32 degrés, on va avoir une croissance qui va diminuer de la sargasse. Donc c'est vraiment une gamme de température qui est très précise, mais au vu des réchauffements climatiques et de l'augmentation de la température de l'eau, oui, ça fait partie des impacts indirects. Donc maintenant, sur les observations, je vais vous parler un petit peu des différents types de radeaux qu'on peut observer. Donc ça va du type 1, où c'est vraiment des sargasses un petit peu comme ça, flottantes et dispersées. Ensuite, on va avoir des filaments de sargasses qui vont se mettre en fonction de l'influence du vent. Ici, vous voyez la flèche qui indique la direction du vent. On va ensuite avoir le type 3, donc ce sont des patchs de 1 à 2 mètres. Le type 4, on commence à avoir des radeaux un peu plus conséquents. Et c'est seulement le dernier type 5, où là, on va avoir des gros radeaux quasi circulaires qui, eux, vont être très... on va pouvoir très très bien les observer d'un point de vue satellitaire. Je voudrais poser une question. Est-ce que dans le Pacifique, il y a des sargasses? Parce que si ça dépend d'une question de température, normalement, dans le Pacifique, il ne devrait pas en avoir. Alors
Alors le Pacifique, ça reste un océan qui reste aussi chaud par certains endroits, notamment au niveau de l'équateur. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a pas mal de différents morphotypes de sargasses. On en dénombre plus de 350, même un peu plus. Du coup, dans le Pacifique, on retrouve des sargasses, mais qui ne prolifèrent pas autant qu'en Atlantique. Et ça, comme je vous ai dit, il y a des hypothèses de prolifération aujourd'hui par la communauté scientifique. On n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur quel facteur est le plus prédominant pour la prolifération. Mais il en existe aussi dans le Pacifique et dans tout autour du globe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci de me donner la parole. Je voudrais savoir, je vous pose une question au sujet de comment ça se reproduit, la sargasse. Et vous dites qu'il y a en Arctique Nord, il y a un giron de sargasse. Cette masse de sargasse, elle est accrochée à quoi? Alors, comme je l'ai dit, la sargasse se reproduit par bouturage végétatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des clones, c'est des reproductions. C'est comme les vers. Il suffit qu'on coupe la sargasse en deux pour créer deux nouveaux individus qui vont se développer indépendamment. Et ce sont des algues holopélagiques. Donc, en fait, elles vivent sans substrat rocheux. Elles se créent comme ça directement à la surface de l'eau et en pleine mer. Et ça s'accroche nulle part. Et ça se balade au gré du vent et des courants. Exactement. Cette mer de sargasse, elle a été créée comment? Ah, ça, on le sait toujours. Alors là, l'origine de la mer des sargasses, scientifiquement, elle n'est pas encore complètement démontrée. Alors, bien évidemment, au niveau du golfe du Mexique, puisque c'est là où on a des températures plus chaudes, c'est là où en fait elles se sont créées, elles sont venues alimenter la mer, les sargasses, où là elles se sont du coup se retrouvées emprisonnées. Mais pourquoi elles se sont développées ici? Parce qu'on parle de ça, mais c'était déjà présent en 1400-1500. Donc voilà, c'est des choses qui sont déjà bien ancrées. L'origine même de cette sargasse-là, voilà, il y a encore des hypothèses. Voilà, il y a des hypothèses, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Par contre, ça va aller en salle roman, si j'ai bien compris. Oui, alors du coup, ce pool ici, c'est vraiment un endroit de prolifération très énergétique. Depuis 2011, on voit la courbe de croissance des sargasses qui ne fait que grandir. Je vais vous montrer du coup la petite animation. Donc là, l'échelle, c'est un pourcentage de recouvrement des sargasses comparé à l'océan. Donc on est vraiment à 1 pour 1000, donc on est très très bas. Hein. Mais vous voyez qu'à partir de 2015-2016, on arrive à des couleurs très très foncées. Et puis on le voit très bien aussi sur nos côtes antillaises. Hein. On a de plus en plus en quantité d'échouements de sargasses qui arrivent. Donc il faut absolument faire quelque chose. Hein. Ça c'est sûr. Alors oui, il y a une variabilité, il y a une saisonnalité annuelle. Ça dépend où est-ce qu'on se retrouve. Hein. Mais généralement, vous voyez que c'est vraiment à partir de mars. Donc là, on a déjà débuté. Hein, et ça se termine jusqu'à octobre, quelque chose comme ça. Donc on a quand même une grande période. À partir de 2016-2017, on a vu des échouements arriver de plus en plus précoces. Là, cette année, dès décembre de l'année dernière, on commençait à avoir des radeaux arriver sur les côtes. Donc, ouais, la saisonnalité tend à s'étirer. Voilà. Ce n'est pas à cause de l'or que les gens cherchent les huiles, c'est pas à cause de l'or qu'ils font, ils mettent du mercure, des trucs en avant, tout ça, il y a plein de... Et en plus, ils découvrent encore des filons d'or. Alors, est-ce que ça passe à travers avec tous les produits qu'ils vont mettre encore pour chercher cet or? De toute façon, c'est une hypothèse de prolifération, et tant qu'on détruit la forêt amazonienne, on de facto relargue énormément de choses qui étaient présentes dans les racines, dans le sol. Du coup, tous les nutriments, tous les engrais qu'on met, parce qu'on change. En fait, les Brésiliens, s'ils déforestent aussi la forêt amazonienne, c'est derrière pour pouvoir artificialiser les sols, ou bien pour pouvoir créer de l'agriculture.
Donc avoir quelque chose d'intensif sur ces sols-là qui, de toute évidence, avec la pluie, les fortes pluies, l'érosion des sols, et ben, lessive tout ça dans les fleuves et ça arrive in fine dans l'océan Atlantique. Et du coup, il y a tout, voilà, bien sûr que les orpailleurs, voilà. Ouais, exact. Alors, ça fait depuis des années qu'on subit cette arrivée en masse de sargasses sur nos côtes. Est-ce que, puisque M. Boulon parlait, est-ce qu'on a eu, on aura un début de commencement de solution pour éviter qu'elles ne s'échouent sur les côtes, enfin, sur les nôtres en tout cas? Bonne question. C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas indifférent de savoir qu'il y a des barrages qui sont mis, notamment au François et au Robert, pour éviter que l'algue vienne s'échouer sur les plages. Parce que je n'en ai pas encore parlé, mais un des gros problèmes de la sargasse, c'est son impact sanitaire. Le fait qu'elle vienne s'échouer sur les plages, une fois échouée, elle sèche et elle émet des gaz toxiques. L'hydrogène sulfuré, H2S, mais l'ammoniac. Et donc ça, c'est un gros problème sanitaire. C'est une fois qu'elles sont sèches qu'elles vont émettre. Donc notre but, c'est de la garder en mer. C'est comme une éponge, de la garder humide pour qu'elle soit inoffensive. Et donc les barrages, c'est une très bonne solution parce que du coup, ça permet d'éviter qu'elles arrivent sur la plage et qu'elles sèchent. Sauf que derrière, il faut vite la récupérer dans les barrages. Parce qu'il y a tellement, on parle de quantité, on parle de biomasse, donc des fois on parle de tonnes de sargasses qui arrivent sur les barrages. Donc elles peuvent complètement casser le barrage. Donc il faut venir la récupérer. Quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'une fois arrivé sur les côtes, au large, dans l'Atlantique, le radeau de sargasse, c'est un habitat marin incroyable pour la biodiversité marine, puisque du coup plein de petits poissons vont venir se protéger, il y a plein de vie qui va se passer en pleine mer, mais une fois que tu arrives sur les côtes, le radeau va se comporter un peu comme un parapluie, et du coup va bloquer l'arrivée du soleil, et du coup va détruire tout ce qui va se passer en dessous. Donc tout ce qui est herbier, coraux, récifs coralliens, ne vont pas supporter l'arrivée de grands radeaux comme ça de sargasses. Donc c'est à nous de pouvoir les ramasser très rapidement. Tout le monde a entendu la question ou pas? J'ai dit, on entend beaucoup parler d'études faites sur l'utilisation des sargasses, mais ça donne quoi pour le moment? Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que... Est-ce que ça, on pourra faire un engrais, un compost, de l'aliment pour nous nourrir? Peut-être qu'il n'y aura plus rien à manger. Peut-être qu'on va pouvoir manger des sargasses. Je ne sais pas, vous en êtes où? Alors la sargasse, non, elle ne se mange pas. C'est pas une algue verte qu'on peut manger. Là, il ne faut surtout pas la manger. Par contre, il y a pas mal de projets de valorisation de sargasse. Alors, c'est vrai qu'en Antilles françaises, on est un petit peu en retard. Puisque aujourd'hui, on récupère la sargasse, on la stocke, on la sèche, et une fois séchée, on la relargue en pleine mer. Oui, le fait qu'elle soit complètement compactée et sèche, elle va couler tout au fond de l'océan. Et comme elle comporte beaucoup de calcaire, de calcite, eh ben, ça va permettre aux micro-organismes et aux crustacés, aux mollusques de pouvoir se nourrir. C'est exclusivement ce qu'on fait actuellement. Mais dans les Caraïbes, il y a énormément de valorisations qui sont faites. Donc vous parliez d'engrais, exactement, on peut en transformer en engrais. Alors là, il faut faire très attention avant à la décontaminer avant, puisqu'on a remarqué que forcément, les sargasses, comme ça fonctionne en éponge, elles récupèrent tout ce qui est arsenic, tout ce qui est chlordécone. Donc tout ça, il faut le traiter avant de pouvoir l'utiliser dans n'importe quel produit chimique. Donc on peut le faire en engrais. En cosmétique, il y a pas mal de produits à l'intérieur de l'algue qu'on peut utiliser pour des produits cosmétiques. À la Barbade, ils l'utilisent en biogaz. Donc ils utilisent un procédé de décomposition anaérobie de bactéries qui produit du méthane en fait. Et c'est grâce à ce biogaz qu'ils alimentent pas mal de choses. Au Mexique et en Colombie, ils sont très forts dans la bioconstruction. Donc pareil, ils font un mélange d'eau, de sargasse et un petit peu de ciment, et du coup on arrive à avoir des briques de sargasse très pas chères en fait et très solides. Décontaminées. Tout ça, ouais, il faut qu'il y ait une vraie phase de décontamination avant. Quand les sargasses nous sont arrivés, on disait qu'on pouvait mettre ça dans le jardin pour les plantes.
Moi, j'avais coiffé un citronnier de sargasse, il n'a pas tenu. J'ai arrêté. Alors, un instant, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions par là-bas? Parce que c'est vrai que c'est très dynamique ici, mais je ne vous entends pas là-bas. Je ne veux pas vous restreindre. Il n'y a pas de questions de votre côté, ça va? Ok. Au niveau des barrages, les sargasses sont encore vivants et peuvent encore se développer. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Parce que, mais si vous ne ramassez pas assez vite, Oui, non, mais complètement d'accord. C'est pour ça que, en fait, nous, notre rôle à Météo France, c'est d'émettre des bulletins de prévision d'échouement le plus précis possible. Avec ces bulletins-là, les décideurs locaux, les maires, les préfets, peuvent dire voilà, là, on sait qu'il va y avoir un échouement important qui va arriver sur nos plages. Et bien là, on met en place suffisamment d'outils, suffisamment de personnes pour venir tout ramasser d'un seul coup. Sauf que ça, c'est pas encore très très bien. Aujourd'hui, nous déjà notre bulletin il n'est pas aussi précis qu'on aimerait l'être. Parce qu'on a pas mal de limitations, je vais bien vous présenter aussi, qui fait que voilà, on a encore une gamme de variations entre ce qui arrive vraiment et ce qu'on a prévu. Mais bien évidemment, le but du jeu, c'est si on a installé des barrages, c'est de récupérer la sargasse, mais de l'enlever très très rapidement. Déjà parce que c'est très lourd et que ça casse, qu'il y a une maintenance aussi très très forte avec les filets. Et puis voilà, donc, ça c'est impératif d'être très rapide et très réactif, c'est sûr. Oui, mais depuis on a des satellites, ils voient. Je ne sais pas encore présenté. Ah d'accord. On voit les bandes de sargasses qui arrivent en pleine mer depuis demain. N'est-il pas possible depuis en pleine mer faire déjà les récupérer pour les empêcher d'arriver aussi nombreux sur nos plages? Enfin, pas sur nos plages, mais sur les côtes. Alors oui, c'est une très bonne question. Oui, on pourrait le faire. Alors nous déjà, je n'ai pas fini la présentation, mais en fait, je vais peut-être avancer rapidement, mais parce que du coup, parce qu'en fait, à Météo France, j'aurais pas dû me laisser sur cette image. En fait, à Météo France, nous, on utilise donc l'observation satellitaire. Voilà, nous on utilise, donc on a la chance d'avoir plusieurs satellites qui passent et qui surveillent l'Atlantique. Donc nous on utilise ces satellites-là qui présentent des capteurs, sur chaque satellite il y a un capteur différent qui, avec un indice qu'on calcule des équations mathématiques, permettent de voir ce qu'on a envie de voir. Nous on a envie de surveiller la sargasse, du coup grâce à ces différents satellites, donc on utilise différents satellites parce que ils n'ont pas la même résolution. Lui justement il va jusqu'à 300 mètres alors que d'autres, là par exemple Sentinel-2 ça a une résolution de 10 mètres, donc c'est très très fin. Par contre, on a une acquisition tous les 3 à 5 jours. Donc si on voit un banc aujourd'hui, on aura sûrement une image dans 3 ou 5 jours, donc impossible de savoir où le radeau s'est déplacé. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir une banque d'images la plus exhaustive possible, qu'on va coupler. Donc là, on calcule des indices. Donc là, c'est des équations mathématiques. On calcule le maximum chlorophylle index et l'alternative floating ILGA à l'index pour justement faire ressortir la sargasse en pleine mer, puisque la sargasse contient de la chlorophylle. Il y a plein d'autres choses qui contiennent de la chlorophylle et qui sont présentes dans l'océan, mais après, c'est au travail de l'expert climatologue de savoir si c'est de la sargasse ou non. Donc là maintenant, on a les positions GPS des radeaux. Comment on fait pour prédire leur trajectoire? Donc on va inclure à l'intérieur, donc là ce sont les différentes images, mais je vais passer peut-être un petit peu vite. Ces images-là, vous pouvez les retrouver sur le site Météo France. Donc là, on couple ça, nos produits d'observation, avec des prévisions marines. Donc là, ce sont des prévisions globales. Il y en existe 3 dans le monde. On a GlobeCurrent, Mercator et ICOM. Et donc nous, pareil, le climatologue, son expertise va lui permettre de savoir quel modèle est le plus juste pour cette zone étudiée à tel temps. Donc là, je vous ai mis. Donc là, vous avez l'observation de la courantologie pour ICOM et Mercator. Vous voyez déjà qu'il y a quelques petites différences. Et lorsque vous avez des flèches, là, on parle de prévision. Donc on a des prévisions à J+1, J+2, J+3. Et donc, on agrège tout ça pour pouvoir émettre des exercices de prévision de dérive. Donc ça, c'était la partie observation. Je vais passer un petit peu vite. Ce sont des images que je voulais vous montrer qui sont disponibles sur notre bulletin de prévision d'échouement. Donc là, typiquement, vous avez
tout ce qui est en marron, vous avez les sargasses. Donc là, vous avez l'impression qu'il y en a énormément. Mais en fait, on fait exprès. Donc là, c'est une composite de 3 jours. Donc là, on a pris J-1, J-2, J-3. On les a superposés pour pouvoir ressortir le plus de sargasses possible. Parce que si la veille, il y avait 100% de couverture nuageuse, et ben, d'un point de vue satellitaire, nous, les images, on voit rien du tout. Donc on a pas mal de biais aussi, on essaie de limiter ces biais-là en poulant plusieurs images pour que ça puisse bien ressortir. Et à côté de ça, vous voyez derrière qu'on a plein de lignes, ça c'est les champs de courant globe current. Donc si on a des sargasses ici un peu au niveau de la Barbade, et ben on peut voir qu'elles vont suivre cette ligne de courant. Donc je vous ai expliqué grosso modo comment ça marchait. Et en plus de ça, donc ça c'est que d'un point de vue visuel, et là je vais vous parler de notre modèle de dérive. En fait, Météo France a créé un modèle de dérive. Donc avant, c'était pour tout ce qui était module d'hydrocarbures. Si par exemple un bateau s'échoue et qui va délarguer une nappe de pétrole dans l'océan, eh ben, l'État appelle Météo France pour savoir où est-ce que la nappe de pétrole va aller. Et en fait, on s'est rendu compte que la dérive, le comportement des radeaux de sargasses à la surface, eh ben, avait à peu près le même comportement d'une nappe d'hydrocarbures. Donc on s'est dit, on va le réutiliser en essayant de l'affiner au maximum. Et aujourd'hui, en version opérationnelle, c'est le mode d'hydrocarbures qui fonctionne. Donc on a forcément des challenges aussi, hein. Le modèle n'est pas parfait, et une des grosses limitations qu'on a, c'est de prédire les quantités. Puisqu'on utilise des images satellites, donc on n'observe que des surfaces, et on n'a pas l'épaisseur du radeau. Et le radeau peut avoir des épaisseurs qui peuvent aller jusqu'à des dizaines de mètres. Donc ça change complètement l'approche de la prévision. Et bien évidemment, comme c'est un modèle, on a besoin d'avoir des observations sur le terrain pour pouvoir comparer à ce qu'on modélise, si c'est vraiment la réalité. Donc tout ça, ce sont des limitations qu'on essaie d'améliorer. Et voilà notre modèle. Du coup, on lui incorpore le point GPS du radeau qu'on a détecté. C'est le petit point vert. Et ensuite, on va lancer la modélisation, donc avec un modèle atmosphérique utilisé, le COP. Là, on utilise le Mercator, mais ça peut être différents modèles. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir avoir une petite animation? Et voilà. Donc là aussi, c'est un peu effrayant, mais on surestime la présence de sargasses. Mais tous les points donc verts, ça a été la présence à T0. Et ensuite, on lance la modélisation, vous voyez. Donc ça va jusqu'à plus 4 jours. Et donc avec les images, avec le modèle de dérive, avec l'expert climatologue, et ben grâce à son expertise, il va pouvoir émettre un bulletin de prévision d'échouement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité de le voir, notre bulletin il passe maintenant à la télé, Martinique la première et Guadeloupe la première, après le météo en fait. Juste après, on a la carte de prévision des échouements de sargasses. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site internet. Et donc là, vous allez voir, donc là, typiquement, donc on fait la Martinique, la Guadeloupe, les îles du Nord et aussi la Guyane. Parce que la Guyane, même si elle est protégée par l'Amazone, de temps en temps, il y a des échouements. Et donc là, vous voyez, donc on catégorise de faibles à très forts les échouements sur différents traits de côte des Antilles. Donc ça, c'est pour les 4 prochains jours. Là, comme on est en pleine saison, on a un bulletin le lundi et un bulletin le jeudi. Comme ça, on a vraiment toute la semaine qui est prise en compte. Sur le bulletin, après, vous pouvez voir une prévision donc, sur les 4 jours avec un texte écrit par le climatologue. Donc sur la zone Antilles-Guyane, mais aussi sur l'île concernée. Ensuite, on a des tendances, on voit pas grand-chose, on a des tendances d'échouement à la côte sur 15 jours. Donc pour ça, on a sélectionné des zones de surveillance, donc qui sont un peu au large, généralement au sud-est. Donc là, vous voyez rien du tout, mais on a les îles qui se présentent ici, de la Caraïbe. Et en fait, on a 2 zones de surveillance qui sont vraiment sud-est de l'île concernée. Et en fait, on va fonctionner en pourcentage de recouvrement. Donc on étudie une zone bien caractéristique. Et donc voilà, donc s'il y a 50% de surface liée à la sargasse dans cette zone-là, et ben on va dire que dans les 15 prochains jours, il y a un risque assez élevé d'échouement à nos côtes. Je remets à côté la composite et puis les champs de courant, donc que je vous ai présenté, et puis après une petite tendance à 2 mois. Et donc pour ce faire, là on va regarder, donc là vous voyez la Caraïbe, on va regarder vraiment en plein milieu de l'Atlantique équatorial pour voir ce qui se passe. Donc ce que je vous ai montré, la grande ceinture des sargasses. Et je suis allé assez vite. Donc après il y a des rubriques, oui, sur le site internet.
il y a une nouvelle rubrique là depuis un an que j'alimente. Donc c'est des articles que j'écris, donc soit pour dire qu'il y a une alerte d'échouement très important qui va arriver, soit pour définir pas mal de choses, soit même pour expliquer un peu les origines de la sargasse, faire un peu de veille scientifique. Donc j'ai déjà écrit quelques articles qui sont après repris sur RC et tout, donc vous pouvez aller le retrouver sur En Savoir Plus. Merci beaucoup. Merci pour cette bonne intervention sur les sargasses. Alors, les sargasses n'auront plus de secret pour nous, je crois. Est-ce qu'il y a encore quelques questions avant qu'on passe à la suite? Est-ce qu'il y a... Oui. Une toute petite question. C'est quoi la meilleure façon pour... Quelle est la meilleure façon pour traiter les sargasses qui sont échouées? Quelle est la meilleure façon de traiter les sargasses échouées? C'est ça, hein? Alors, je sais pas. Là, je vais vous le dire clairement, je sais pas. En fait, j'étudie pas tout ce qui se passe après la valorisation. Donc, c'est vraiment France, donc prévision, surveillance. Forcément, j'ai lu pas mal de choses qui se passent dans la littérature scientifique. Et aujourd'hui, il y a pas mal de charbon actif qui vont venir dépolluer la sargasse. Donc ça a l'air de très très bien marcher. Ensuite, pour quelle utilisation? En fait, c'est assez multiple et divers. Par exemple, en Colombie, je sais qu'ils utilisent la sargasse pour pouvoir solidifier le trait de côte au niveau des plages. Donc ils enfouissent la sargasse dans le sable et en fait ça va solidifier la compaction du sable et ils créent comme ça des dunes de sargasse. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure des engrais, de la cosmétique, donc il y a énormément de valorisation possible. La plus efficace aujourd'hui, je ne sais pas trop le dire. On est un peu en expérimentation sur ça aussi. Alors merci pour ce temps d'échange sur les sargasses.